Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bien le bonsoir et merci de suivre ce nouveau 101%. Comme vous le savez, le vendredi, c'est n'importe qui. Je me présente, Michael. Et moi, c'est Vincent. Et nous travaillons pour un petit éditeur de jeux vidéo pas très connu qui s'appelle Capcom, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Donc au programme, comme chaque vendredi, donc, vous avez à lire, à voir. Ensuite, pourquoi on est là, un reportage, un nouvel épisode des oubliés de la Playhistoire. Mais tout de suite... Les news. Sorti en début 2012, Lone Survivor a connu un peu plus tard une version Director's Cut qui rajoutait notamment en New Game Plus pas mal de contenu et s'ornait d'une traduction française. La première version, malgré sa faible durée de vie, arrivait à faire de l'ombre à Silent Hill sur le terrain du survival horror. La critique, qui avait été faite dans le cadre de Classé 18+, est toujours disponible sur Noco. Depuis quelques jours, le titre de Superflat Games, toujours tout en pixels, a débarqué sur PS4 et Wii U pour désormais être présent sur les principales plateformes du marché. Après avoir charcuté des innocents dans Surgeon Simulator, Bossa Studio revient avec un autre concept tout aussi improbable. Dans I Am Bread, vous allez pouvoir faire l'expérience rare d'être une tranche de pain. Un choc émotionnel qu'il sera sans doute dur à encaisser, mais on sait que vous êtes fort. Il faudra diriger votre tartine à la physique improbable pour qu'elle soit grillée et agrémentée de divers ingrédients avant d'arriver dans une assiette prête à être dégustée. Quand on voit où est-ce qu'elle peut traîner, on comprend mieux d'où peut venir ce petit goût inimitable de nos tartines le matin au petit-déj. Il faudra attendre 2015 avant de pouvoir vérifier en pratique si la tartine tombe toujours du côté beurré. Geometry Wars a été créé en 2003 par le studio Bizarre. Après plusieurs épisodes durant cette dizaine d'années, la série revient pour un troisième épisode canon sur les nouvelles consoles. C'est l'occasion pour Activision de ressusciter Sierra, développeur historique de King's Quest, pour en faire son label indépendant. Ce nouveau Geometry Wars, sous-titré 3 Dimensions, est développé par Lucid, studio composé d'anciens de Bizarre, qui a priori connaissent bien le jeu. La nouveauté du titre viendra cette fois que le vaisseau du joueur devra évoluer sur un plan 3D et non seulement sur une grille toute plate en 2D. De plus, un mode multi fait enfin son apparition, en plus des 50 missions et des 10 modes de jeu déjà prévus. L'action a l'air toujours aussi frénétique, avec explosions hystériques de partout sur fond de musique électro. On saura si l'alchimie marche toujours autant le mois prochain, avec une sortie calée pour le 26 novembre. Ok, on vient de voir ces news qui sont tout à fait passionnantes, n'est-ce pas, comme à son habitude. Alors, il faut savoir un truc, c'est que ça fait 1 mois et demi en fait que Vincent a rejoint Capcom France. Vincent, est-ce que tu peux dire à la communauté de No Life d'où tu viens, un petit peu, ton parcours? Alors oui, c'est tout simple. Ça fait maintenant donc quelques années que je joue en fait à un jeu phare de la licence Capcom qui est Monster Hunter. Et aujourd'hui, donc je suis community manager Monster Hunter France. J'ai été recruté donc par rapport aux différentes actions que j'ai pu faire liées à la communauté. Donc j'ai eu l'occasion de faire des événements, faire une chaîne YouTube. Et donc voilà, de fil en aiguille, Michael m'a un petit peu trouvé sur le net. Oh, j'ai rien fait. Et du coup, on a eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble. Donc en tant que fan, je suis venu le soutenir sur des événements qu'il faisait, donc Monster Hunter. Et moi, vu que je connaissais pas la licence, ça m'a donné envie d'enfin d'y jouer. Et puis je trouvais que c'était effectivement une bonne licence de chez Capcom, effectivement. Tout à fait. Et donc, voilà, le parcours est assez simple, entre guillemets, en faisant cours. Je me suis donné à fond pour ma licence. Et aujourd'hui, voilà, j'ai eu la chance d'être embauché chez eux. Donc maintenant, je fais tout mon possible pour la communauté, donc que ce soit sur les événementiels, que ce soit sur le contenu à partager. Et puis, j'essaie surtout d'être à l'écoute de la communauté, puisque c'est un petit peu mon travail. Très bien, Vincent. Et tout de suite, à lire, à voir. Cette semaine, dans À lire à voir, des trolls, des super-héros, des revenants, des chasseurs de revenants et certains qui aident les revenants à réintégrer la société. Paranormal et bien autre chose donc. Rien de plus normal pour une actu bien chargée. Welcome to the magical world of the Box Trolls. La sortie d'un nouveau film des studios Laika est toujours un événement en soi, tant les créateurs de Coraline et l'étrange pouvoir de Norman restent les derniers maîtres de l'animation image par image, souvent appelée stop motion. C'est une technique fastidieuse où tout ce qui apparaît à l'écran doit au préalable être construit en vrai et chaque élément est ensuite déplacé à la main pour chaque image. Les box trolls sont des petits monstres timides, habillés de carton d'emballage et vivant dans les égouts. Ils ont élevé un jeune humain orphelin qu'ils ont appelé œuf.
Devenue la cible d'un afro-dératiseur, la petite bande n'aura pas d'autre choix que d'accéder au monde du dessus. L'univers créé regorge de détails et les personnages ont tous des gueules, s'éloignant des standards lisses de certaines grosses productions. On conseillera chaudement ce film, que l'on pourra d'ailleurs apprécier en salle en vrai 3D, pour apprécier à sa juste valeur le volume des marionnettes. Quand Marcus retrouve dans ses vieux cahiers d'école un super-héros qu'il avait créé dans son enfance et le fait revivre 40 ans plus tard avec l'aide des auteurs de City Hall, Guillaume Lapère et Rémi Guérin, ça donne L'Intrépide. Un premier volume au format comics est paru il y a quelque temps chez Ankama. Derrière l'énergie et le rythme des planches graphiquement remarquables, on reconnaît l'humour de Marcus, amateur de comics de situation et de blagues loufoques. Il a fait de sa création d'enfance un super-héros vaillant et volontaire, mais toujours à côté de la plaque, tel un inspecteur gadget en collant vert. À propos de collant vert, il est dommage que le héros et son ennemi juré soient si proches graphiquement, à tel point qu'on les confond parfois dans certaines situations. Encore une BD d'un auteur de No Life, mais dans un tout autre genre, aux éditions Delcourt cette fois-ci. Composée de strips ou de petites histoires autoconclusives qui forment finalement un tout, La Petite Mort est à la fois la BD la plus connue de Davy Mourier, mais aussi la seule qui ne soit pas autobiographique. Ne vous inquiétez pas pour autant, toutes les névroses de son auteur sont quand même là. Grandir, vivre en famille, survivre au collège, perdre ses amis, devoir prendre des décisions et bien sûr, vivre avec l'angoisse de la mort. Les conseillers d'orientation et les gothiques sauront aussi apprécier les délicates attentions de Davy à leurs égards. Une BD pleine d'humour noir et de rébus, avec une préface de Monsieur Lewis Trondheim quand même. What do you mean, biblical? Real wrath of God type stuff. Fire and brimstone. 40 years of darkness, earthquakes, volcanoes. Dogs and cats living together. Les Ghostbusters sont de retour en HD pour cette édition double Blu-ray à l'occasion des 30 ans de la sortie du premier film en salle. Au programme, le même master 4K déjà utilisé pour une édition solo il y a quelques mois pour le premier film, ainsi qu'une toute nouvelle et très réussie remasterisation 4K pour le second, qui n'était encore jamais sorti en Blu-ray. Ajoutez à cela pas mal de bonus, dont quelques inédits, et vous obtenez la meilleure édition actuelle de ces classiques de la comédie fantastique des années 80. Yeah, we can do more damage that way. La sortie d'un nouveau tome de Walking Dead, c'est toujours un événement. On tremble à chaque page de voir quel nouveau personnage pourrait trépasser cette fois-ci. Surtout avec un titre comme Guerre totale pour ce nouveau tome. On assiste enfin au dénouement du conflit entre Negan et ses sauveurs, et la bande menée tant bien que mal par Rick. On n'en dira pas plus, spoiler serait criminel. Nous vous avions déjà parlé d'Evil Eater, un thriller plutôt prenant où des sorceristes rappellent les morts à la vie. Ils doivent ensuite les débugger avant que ces returners puissent réintégrer la société. Le premier tome était assez répétitif, mais ce défaut ne s'est pas réitéré sur les 2 volumes suivants. L'histoire, au contraire, a pris un tournant assez inattendu. La fin du récit n'en est que meilleure. Espérons que ce duo reprendra du service rapidement. Sorti en salle en mars 2013, Tu seras sumo, documentaire réalisé par la française Jill Coulon, racontait le parcours étonnant de Takuya. Ce jeune japonais sculpté pour être judoka se retrouve contraint par son père d'intégrer une écurie de sumo à Tokyo. Plongé dans le quotidien de ses sportifs, souvent un des seuls clichés que le grand public connaît du Japon, il est rare de pouvoir appréhender ainsi le quotidien de ces personnes. Le film est enfin sorti en DVD fin septembre. Pour terminer, une info rapide. À l'occasion de la sortie de Ravina the Witch chez Soleil et de Pilou l'apprenti gigolo, tome 2 chez IMHO, Mizuno Junko, connu pour ses fables mêlant gore et kawaii, sera en dédicace à la librairie bdnet.com au 26 rue de Charonne, le samedi 25 octobre à 16h. Ça me fait penser à un truc, Vincent, après qu'on vient de voir à lire à voir. Pourquoi on est là? Je sais pas trop. Nouvelle rubrique. Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? Bon alors aujourd'hui les enfants on va jouer à un jeu. Ouais. Le premier qui trouve une bonne idée a gagné. En quoi c'est différent de tous les jours? Bah d'habitude quand tu trouves une bonne idée, bah tu gagnes pas, c'est bon, fais pas chier. Allez, go. Super Place Pokémon! Non, pas t'as perdu Hervé. T'as perdu au jeu qu'on vient d'inventer dont on connaît même pas vraiment les règles. Bravo Hervé. C'est bien Hervé. Bravo. T'as fait un père toi, j'aime bien dire. Bah t'as perdu? Mais oui Marion, c'est gagné. T'as perdu. Eh Mehdi T'as perdu.
Ah le bâtard! T'as perdu. T'as perdu. Oups, t'as perdu. T'as perdu. T'as perdu. T'as perdu. Ouais, ok. Et alors? T'as perdu du poids, c'est bien. Fitness un peu, et puis oh, c'est quoi? C'est italien ça, non? C'est bien. Allez, salut! Ah, du coup, Mickaël, la question c'est... Je me suis présenté avant, mais toi, qu'est-ce que tu fais chez Capcom? Rien du tout. Non, je plaisante. Non, en fait, moi je m'occupe également donc, des communautés, un peu comme Vincent, mais plus de Monster Hunter, vu que c'est la tâche de Vincent maintenant qui s'en occupe. Moi, je m'occupe de toutes les licences Capcom, les Resident, les Megaman, les Phoenix Wright, et puis j'en passe. Et j'ai aussi une petite partie qui fait que je m'occupe en fait des relations presse. Voilà. Donc du coup, je contacte les journalistes, voir qu'est-ce qu'on peut faire comme opération, ou je leur envoie des aperçus, etc. Voilà, donc c'est à peu près mon quotidien. Et puis ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup en fait à Capcom France, c'est avec Vincent, c'est de faire de l'événementiel, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain. C'est-à-dire qu'on vous voit en fait, vous les fans avec qui on discute sur les différents événements pour lesquels on participe, et ça nous fait plaisir parce qu'on a cette espèce de proximité en fait qui nous plaît beaucoup, puisque nous aussi, à part être corporate chez Capcom, au début on est quand même joueur, quoi. Donc on joue à tout type de jeux, sur tout type de plateforme, et c'est ce côté en fait humain que j'adore en fait dans mon boulot. Voilà, tout simplement. C'est pas faux. C'est pas faux, tout à fait, c'est pas faux. Et tout de suite, pour enchaîner sur mes dires, on va regarder un nouveau reportage. La 5e édition de la Paris Games Week ouvre ses portes dès mercredi prochain, le 29 octobre donc, et ce jusqu'au dimanche 2 novembre. À cette occasion, le CEL, qui gère le salon depuis sa création en 2010, a organisé une petite conférence de presse à laquelle nous avons assisté. L'occasion de rencontrer Emmanuel Martin, qui va tout de suite nous expliquer les fonctions de son syndicat. Je suis le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Alors ça a l'air un petit peu chiant comme ça, mais en fait c'est le syndicat des éditeurs de jeux vidéo. On a 3 grands types d'activités pour un syndicat professionnel. D'abord, on représente l'industrie auprès des pouvoirs publics, sur tout le cadre législatif, fiscal ou juridique de jeux vidéo. Notre deuxième activité, c'est tout ce qui tourne autour de la prévention du jeu vidéo, le système PEGI, ou Pédago-Jeux, ce collectif qui vise à informer les parents sur le jeu vidéo. Et notre troisième activité, ce sont nos événements. On a un salon professionnel qui s'appelle l'IDEF, qui se tient à la fin du mois de juin à Cannes. Et la Paris Games Week, notre salon grand public, qui a rassemblé l'année dernière 245 000 personnes à la porte de Versailles. L'actuel président du CEL, qui occupe cette fonction de manière bénévole pour une période de 2 ans, n'est autre que David Neichel, le patron d'Activision Blizzard. Ce dernier va nous expliquer un peu plus son travail et celui du CEL auprès des pouvoirs publics. Auprès des pouvoirs publics, on fait beaucoup de travail auprès des différents ministres, des parlementaires, pour expliquer ce que c'est que le jeu vidéo, expliquer aussi que c'est pas dangereux, que c'est un loisir aujourd'hui majoritaire en France, et puis aussi qu'il y a une industrie derrière, que c'est sérieux, qu'il y a des métiers et que c'est une chance pour la France. D'après une enquête réalisée par le CEL et l'organisme GFK spécialisé dans les études de marché, 53% des Français jouent régulièrement, soit 1 à 2 fois par semaine, et 75% jouent occasionnellement, soit 2 à 3 fois par an. Des chiffres impressionnants qui ne suffisent pas toujours à convaincre les politiques. C'est encore difficile, les choses évoluent. L'an dernier, à la Paris Games Week, on a vu Fleur Pellerin, par exemple, qui est venue à l'inauguration. Il y a un certain nombre de personnes qui sont de plus en plus sensibles aux jeux vidéo, qui connaissent le jeu vidéo. Heureusement, il y a aussi des nouvelles générations qui arrivent au pouvoir, donc des gens qui ont grandi avec le jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a différents types de personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu vidéo. C'est vrai que les parlementaires connaissent très peu. Voilà, c'est un peu notre travail d'expliquer ce que c'est, de faire avancer la cause aussi évidemment, de s'assurer qu'on obtient du financement pour l'industrie du jeu vidéo. Ça a été le cas avec la bataille pour le crédit d'impôt jeux vidéo, pour s'assurer justement que l'emploi reste en France et ne parte pas à l'étranger pour le développement, la production. Voilà, mais effectivement, les choses évoluent. Je pense que la société, elle a évolué depuis déjà très longtemps. Ça fait déjà des années qu'on s'aperçoit que c'est un art, c'est une culture majoritaire, que tout le monde pratique le jeu vidéo. C'est vrai qu'après, il y a quelques catégories qui mettent plus de temps à comprendre ce que c'est exactement, mais ça va venir.
Si les politiques s'intéressent petit à petit aux jeux vidéo, le grand public, lui, s'y intéresse de plus en plus, comme le prouve le nombre de visiteurs en constante croissance de la Paris Games Week. 245 000 personnes pour l'édition 2013, contre 212 en 2012, 180 en 2011 et 120 000 visiteurs en 2010, l'année de sa création. Une jolie progression, nécessitant toujours plus de place pour les exposants et la circulation du public. L'édition 2013 de la Paris Games Week a été un grand succès. On a accueilli 245 000 personnes, mais on a eu des frustrations. On a eu des frustrations parce qu'on n'avait pas les meilleures conditions pour accueillir tout le monde, et ça s'est senti. Donc c'était vraiment un gros objectif pour le CEL et pour le salon, de développer la Paris Games Week et de donner une surface idéale pour accueillir le plus de monde possible. Donc cette année, on a augmenté la surface de près de 50%. On passe de 32 000 m². L'année dernière, on était limité par les travaux qui étaient à la porte de Versailles. Et cette année, on passe à 50 000 m². On récupère un hall supplémentaire qui est le hall 7.1. Et on va pouvoir accueillir nos 104 exposants sur 3 halls. Et vraiment, la Paris Games Week atteint une taille qui permettra d'accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. De meilleures conditions, oui. L'édition 2013 ayant été perturbée par un triste et honteux débordement fortement médiatisé qui a jeté un voile négatif sur cet événement à vocation familiale. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu une petite ombre sur la Paris Games Week. Il y a eu cette bousculade le premier jour à l'entrée à 9h du matin. C'était dû à une opération qu'on avait autorisée, qu'on n'aurait pas dû autoriser, qui a été une désorganisation en fait, de notre capacité d'accueil du public, qui a très bien fonctionné sur les jours suivants où il y avait encore plus de monde. Donc c'est une erreur qu'évidemment on ne refera pas. Le dispositif d'accueil est toujours sous-dimensionné par rapport au nombre de visiteurs qui est là. Et évidemment, c'est un enjeu fondamental pour nous que tous les visiteurs de la Paris Games Week viennent en totale confiance. On leur garantit que cette année, on ne fera pas 2 fois la même erreur. Bon, on verra comment se déroulera le salon la semaine prochaine, mais la reconnaissance de l'erreur commise lors de l'édition précédente est déjà rassurante. Le jeu vidéo mérite bien cela. Aujourd'hui, le jeu vidéo est tellement divers, il y a tellement de diversité, tellement de publics différents, qu'à la Paris Games Week, on en trouve vraiment pour tous les goûts. Depuis la Paris Games Week Junior, donc qui est vraiment un endroit dédié aux loisirs en famille, jusqu'au CEN e-sport, où là on va plutôt être sur du hardcore gamer, je pense vraiment qu'il y a une offre qui est capable aujourd'hui d'intéresser tous les gamers, qu'ils soient casu, qu'ils soient hardcore. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir pour tout le monde dans les meilleures conditions, et puis surtout d'aller découvrir des jeux qui ne sont pas forcément ceux auxquels on a l'habitude de jouer. C'est pour ça aussi qu'on donne une telle place à la scène indé française. Il va y avoir beaucoup de studios français qui vont encore une fois venir profiter de la vitrine qu'est la Paris Games Week pour rencontrer le public. C'est pour nous très important qu'il y ait cette diversité au sein de la Paris Games Week et qu'en fait tous les jeux vidéo soient représentés sur le salon. L'espace Made in France, qui nous avait particulièrement séduit l'année dernière, sera bien là et accueillera même 24 studios contre 14 en 2013. Cet espace de 400 m² permettra au public de découvrir ou redécouvrir pas moins de 36 titres, parmi lesquels on trouvera Zodiac de Kobojo, Shyness de Inigami, Prodigy de Anakai ou encore Games of Glory de Lightbulb Crew. Et puis n'oublions pas les écoles de jeux vidéo. Au-delà de l'intérêt pour tous ceux qui veulent bosser dans le jeu vidéo, de découvrir les formations, il y a aussi tous les étudiants qui viennent montrer leurs jeux. Et ils sont à un sacré niveau. On a des étudiants de Lizard qui viennent de gagner le Unity Award. On a des étudiants qui sont en finale de l'Imagine Cup avec Anarcute de l'Imagine Cup de Microsoft. On a un sacré niveau dans les formations françaises. Et ça, qu'on soit intéressé par les écoles ou simplement amoureux de jeux vidéo, on a affaire à des gens qui sont en train d'inventer les jeux vidéo de demain. Et ça, à Paris Games Week, on avait 11 écoles l'année dernière, on va en avoir 16 cette année. Ils viennent toujours plus nombreux, avec toujours plus d'étudiants, avec cette fois un espace commun dans lequel les étudiants pourront montrer leurs jeux. C'est vraiment un objectif pour nous de mettre le plus possible tous ceux qui sont en train de créer le jeu vidéo de demain avec le public français aujourd'hui. Le jeu vidéo de demain, l'avenir de l'industrie vidéoludique et tout particulièrement sa perception par le grand public est mise à mal aujourd'hui par d'affligeants commentaires sexistes sur internet et les réseaux sociaux. De pseudo-gamers prennent en effet pour cible des personnalités féminines du milieu en diffusant de fausses informations, des menaces de mort, des infos personnelles aussi, bref, du harcèlement dans sa forme la plus abjecte. Une problématique aberrante, source de tristesse et de consternation. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de place dans le jeu vidéo pour la haine ou pour des espèces de summum de bêtises qu'on a pu atteindre dernièrement. Effectivement, on a réfléchi à là où on serait, comment est-ce qu'on pourrait faire pour ouvrir un espace de dialogue. Donc on a demandé à une association, on a invité une association qui s'appelle Respect Zone, qui œuvre depuis plusieurs années contre l'expression de la haine en ligne, qui a un savoir-faire sur ça. On leur a demandé de venir ouvrir à la Paris Games Week un espace de discussion avec les joueurs. Donc on leur a donné un stand et on espère que ça va commencer à créer un dialogue. Il ne s'agit pas encore de faire des leçons de morale. On n'a aucune légitimité pour faire ça auprès des joueurs.
simplement de discuter, de pouvoir exprimer peut-être ce que ressentent les gens. Voilà, on s'est dit que modestement, nous à notre échelle, sur la Paris Games Week, si on pouvait déjà ouvrir un espace de dialogue pour tous les joueurs qui ont envie d'en parler, c'était déjà un premier pas. Oui, il n'y a pas de place dans le jeu vidéo pour la haine. Et on espère que la prochaine édition de la Paris Games Week sera là pour le prouver, en étant ce qu'elle souhaite être, une grande fête du jeu vidéo dans toute sa diversité. Avant d'aborder notre prochaine rubrique, Vincent, est-ce que tu sais quel âge a Capcom? Je sais pas, il est plutôt jeune, plutôt vieux? Ah, plutôt jeune-vieux, ouais. Tu sais, quand tu demandes c'est pas très précis quand même. Ouais, c'est pas très précis, ouais. Mais dans ce que je vais te dire, ça va être très très précis. L'an prochain, ça va faire 32 ans que Capcom existe. Plus précisément 36 ans, parce que comme vous le savez, Capcom c'était la fusion de deux sociétés et qui a donné Capsule Computer. La question en fait que je vais te poser, c'est quoi ton tout premier jeu Capcom? Mon tout premier jeu Capcom, bon bah, on va dire officieusement c'était Street Fighter chez les copains et j'en passe forcément. Et ma première acquisition c'était donc Resident Evil 2 sur PlayStation. C'était vraiment le tout premier jeu que j'ai fait. C'est vrai? Ouais. Alors moi de mémoire ça doit être Ghosts and Goblins, Street Fighter 2 et un Megaman par-ci par-là également chez des potes. D'ailleurs j'ai redécouvert Megaman sur la 3DS et puis ça m'a rappelé les petits souvenirs quand j'étais gamin. Non mais c'était super. C'était super. Et maintenant t'as les rides. Voilà, j'ai un petit peu les rides qui commencent, ouais. À 25 ans c'est pas top. Hein. Et ben tout de suite, les oubliés de la Playhistoire. Mes chers enfants, la leçon d'aujourd'hui ne va pas être facile, parce que j'aborde un sujet particulièrement sensible, la tauromachie. Oui, PS4 ? Eh oui, t'as bien entendu, un jeu de corrida, ça existe pour de vrai. C'est sorti dans les salles d'arcade en 1984. Connu au Japon sous le nom Zatogyu, que l'on pourrait traduire par The Corrida, le jeu Bullfight est réalisé et commercialisé par Sega et Bally Midway. Il se joue avec un joystick 8 directions et 2 boutons d'action. Ici, vous contrôlez évidemment le matador, un certain Don Rosé super bien sapé et non l'animal. Le but du jeu s'inspire logiquement du concept de la corrida. Vous énervez un taureau 10 fois plus lourd que vous, avec votre cape rouge, il vous fonce dessus et vous l'évitez en le laissant passer au plus près de vous. Et à la fin, même si la pauvre bête n'avait rien demandé le matin même en se réveillant, vous l'achevez en lui portant l'estocade avec votre épée. Ah, je vous avais dit, la corrida c'est un sujet sensible. C'est d'ailleurs avec des jeux comme Bullfight que l'on se rend compte à quel point les mentalités changent au fil des ans. Aujourd'hui, il serait improbable qu'un tel logiciel sorte sans provoquer une levée de bouclier, ainsi qu'un énième traitement médiatique désastreux concernant les jeux vidéo. Pourtant, à l'époque, rien ne laisse supposer que des voix se sont élevées contre ce titre, qui n'est rien d'autre qu'une simulation de torture d'animaux, camouflée en spectacle pour amuser la foule. Cela étant dit, et de façon hyper cynique, le moment le plus marrant dans Bullfight, c'est quand même quand le joueur se fait embrocher par le taureau et qu'il est balancé hors des murs de l'arène. Attention, hop, à la revoyure. Toi, t'es bon pour remettre 5 francs dans la borne. Oui, vite, t'as une remarque? Oh, joli trait d'esprit. C'est en effet ce qu'on appelle se faire éjecter du plancher des vaches. Moi, j'aurais pas dit mieux. Faut dire que moi, en ce moment, côté humour, c'est pas terrible. Disons que je traverse un peu une période de vache maigre. Eh, mais c'est pas mal ça. Dans Bullfight, vous avez différentes façons de marquer des points. Toucher le taureau avec votre épée, l'assommer en le faisant se cogner contre un mur, ou encore, le plus spectaculaire, en faisant tourner en bourrique l'animal en réalisant ce qu'on appelle dans le jargon des passes de cap. D'un point de vue strictement gameplay, le pass de cap est plutôt agréable à contrôler. Il vous faudra marteler avec un timing hyper précis, le bouton servant à faire pivoter l'avatar pour scorer. L'autre bouton sert à l'utilisation de l'épée. Bref, pour la mise à mort. Là encore, ça demande un bon sens du timing. Au début, le taureau que l'on vous fera affronter est aussi futé qu'une vachette d'Interville, c'est-à-dire qu'il n'est pas très dangereux. Mais après plusieurs niveaux, on croirait presque que les bovidés sont dotés d'un 6e sens. Leur trajectoire deviendra pernicieuse et ils n'hésiteront pas à vous feinter en changeant subitement de direction. iPhone. Hein? Répète s'il te plaît, j'ai pas compris. Bah écoute, je suis désolé, mais tu parles français comme une vache espagnole. Ok, j'arrête avec mes histoires de vaches, redevenons sérieux. Pour apporter un peu de variété, les développeurs ont jugé utile de proposer des interludes de danse, durant laquelle on entend des classiques du flamenco précédant des niveaux bonus.
Ces derniers sont assez originaux, car cette fois c'est carrément opération suicide. Vous serez sans armes et sans cape. Pour marquer des points, vous devrez ainsi éviter la bête furieuse tout en slalomant le plus longtemps possible entre les picadors qui n'ont normalement rien à faire là. On notera enfin que parfois, lors des chocs avec le taureau, votre épée vous tombera des mains et vous serez davantage vulnérable le temps de retourner la chercher à quelques mètres de là. Ah oui, et puis j'allais oublier de vous dire que parfois, un peu au hasard vraisemblablement, un deuxième taureau s'invitera dans l'arène. Sauf que ce second bestiau est encore plus surexcité que l'autre. De façon un peu honteuse, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit que Sega était peut-être le premier à avoir averti l'humanité des dangers de la vache folle. En soi, les mécaniques de gameplay de Bullfight ne sont pas mauvaises, mais il est clair qu'après 3 ou 4 niveaux, on a rapidement l'impression d'avoir fait le tour du logiciel. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous ricanez comme ça? Ah, c'est ce flyer. Ouais, j'avoue, ouais. Dans le genre raté, celui-ci vaut le détour. D'habitude, je n'aime pas me moquer des gens gratuitement, surtout que le modèle qui a servi de Matador est certainement un bon gars dans la vraie vie. Mais n'empêche, matez-moi ce flyer. Le Matador se croit super canon en prenant la pause, sauf qu'il est complètement à l'ouest. Je sais pas ce qu'il regarde, mais le taureau, lui, il est là, dans une autre direction. Alors après, tu m'étonnes qu'il se retrouve les 4 fers en l'air, dans une position totalement ridicule. Évidemment, vous êtes libre de penser que c'est bien fait pour sa tronche. Bon, il avait qu'à être employé de bureau, et puis c'est tout. Certes, les anti-corridas parmi vous estimeront que Bullfight ne mérite pas une mise en avant dans notre cours. Mais moi je préfère au contraire interpréter ce jeu avec positivisme. On peut par exemple se dire que comme Bullfight est un jeu difficile et loin d'être passionnant, Sega a peut-être voulu lancer un message subliminal aux joueurs. Le message? Non, décidément la corrida, même en jeu vidéo, ça ne mérite pas 5 francs. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, vous l'avez compris, hein, j'ai surtout voulu aborder Bullfight dans ce cours parce que peu de gens savent qu'un jeu de Tauromachie existe en arcade, et encore moins que c'est Sega qui l'a réalisé. Et pour la semaine prochaine, je vous demande de m'envoyer valser 50 toréadors en moins de 5 minutes. Et j'aurais pu en demander 100, hein, mais je suis pas vache. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette émission. Et donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? À part merci de nous avoir supportés pour ce nouveau 101%. On espère vous revoir prochainement sur d'autres événements. Vous avez juste à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Que dire aussi à part de supporter cette chaîne, que ce soit sur No Life Online, avec également le service Noco. Et puis quoi d'autre encore? On peut passer à la fin. On peut passer à la fin. Et sur ce, on vous dit bonne soirée, bon week-end et see you online sur No Life Online et Noco.